Alors dans ce chapitre, on va parler des types utilitaires et des types conditionnels et on va voir globalement comment manipuler les types pour en créer de nouveaux. Donc on a déjà commencé à faire ça dans le chapitre sur les génériques, mais là on va pousser les choses encore un petit peu plus loin. Donc on va commencer par parler des types conditionnels. Alors je vais partir de mon app.ts et on s'imagine qu'on a une classe qu'on va appeler poisson et ensuite on va avoir aussi une classe chat. Et on s'imagine qu'on a une fonction qui est un générateur qui prendra en paramètre des options qui seront un objet, on va voir un petit peu avec les clés, et qui va générer soit un nouveau poisson, soit un nouveau chat. Et en fait, ça va dépendre des options. Est-ce qu'il y aura à l'intérieur quelque chose qui aura la propriété nager ou sauter? Donc par défaut, je pourrais lui dire ici qu'on aurait soit quelque chose qui aurait nagé, qui serait n'importe quoi, soit quelque chose qui aurait l'option sauter, qui serait n'importe quoi. Le problème, c'est que le type de retour dépend de ce que l'on a. Est-ce qu'on a quelque chose de type nager ou est-ce qu'on a quelque chose de type sauter? Donc au niveau du retour, je peux lui dire if nager c'est dans les options, ben dans ce cas-là, je return un new poisson. Si on est dans le cas contraire, on return un new chat. Donc par défaut, on voit que la signature de générateur, c'est soit chat, soit poisson, parce qu'il se dit, ben, c'est un de ces deux retours-là. Si maintenant j'essaie ma fonction, je crée une constante a et je lui dis de faire un générateur et je lui passe quelque chose qui contiendrait de la nage, si je regarde le type de a, il me dit que c'est un poisson ou un chat. Moi j'aimerais bien quelque chose de un peu plus intelligent, j'aimerais bien qu'il soit capable de dire, ben non, là c'est un poisson. Donc c'est là que les types conditionnels interviennent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici un générique. Et je vais lui dire que ce type-là va extends de ce union type. Si je ne veux pas me répéter, je pourrais me créer un alias pour ce type-là, évidemment. Donc maintenant, ça ne change rien. A, ici, sera toujours de type poisson ou chat. L'avantage, c'est qu'au niveau du type de retour, je peux mettre une condition. Donc les conditions de type s'écrivent comme en ternaire. On écrit de cette manière-là, est-ce que le type extends d'un autre type? Si c'est le cas, on veut sortir ce type 1. Si ce n'est pas le cas, on sortira le type 2. Donc nous, dans notre cas, ce que je peux faire ici, c'est lui dire, est-ce que T, il extends de nager qui sera de type any? Si c'est le cas, dans ce cas-là, c'est un poisson. Dans le cas contraire, ça veut dire que c'est un chat. On voit que ça ne souligne plus rien en rouge, et si je regarde le type de A, j'ai bien un poisson. Maintenant, en fonction de la forme de l'objet qui est passé en paramètre, il est capable de savoir quel type on va avoir. Si j'ai un animal qui est capable de sauter, ben là, ça me donnera bien un chat. Et ça rejoint un point que je vous disais au début en introduction, c'est que ça rend le code un petit peu moins lisible. Donc ce que vous pouvez faire dans ce genre de situation, c'est vous créer des types qui aident à faire les choses. Par exemple, on pourrait avoir ici un type animal from option qui serait un type générique qui attendrait un T et qui mettrait cette condition. Pom pom pom. Et comme ça, je pourrais utiliser ce type-là en lieu et place de ma condition, ce qui simplifie un petit peu les choses. Je peux aussi ici créer un type animal options qui serait ce type-là. Comme ça, ça m'évite de me répéter. L'avantage, c'est que ça rend les choses un petit peu plus lisibles. Donc n'hésitez pas à séparer dans des types si c'est nécessaire pour éviter d'avoir trop de complexité au niveau de votre fonction parce que ça rendrait la lisibilité un petit peu difficile. Donc voilà pour les conditionnels. Alors plus complexe, on a aussi la possibilité d'inférer le type à partir de la condition. Alors là, ça va être encore plus compliqué, mais imaginons qu'on a la possibilité pour nos animaux d'utiliser une méthode cri. Et par exemple ici ça retournerait miaou. Et ça serait plutôt le chat qui ferait ça, sinon ça serait un petit peu bizarre. Le poisson, lui, il retournerait false. Maintenant, imaginons que l'on veut être capable d'extirper le type du retour de la méthode crier. Imaginons qu'on ait un type que l'on appelle animal cri. Et il prendrait en paramètre quelque chose de générique qui serait de type T. Dans ce cas-là, ce que je peux lui dire, c'est utiliser les conditions de type. Je peux lui dire, est-ce que notre animal a une méthode cri qui retourne quelque chose? Donc on va lui dire, est-ce que T, il extends de un objet qui contient cri
qui serait une méthode qui renverrait quelque chose. Et si c'est effectivement le cas, j'aimerais bien utiliser la valeur de ce retour-là. Donc on peut utiliser un mot-clé qui s'appelle infer et utiliser un second générique. Moi je vais l'appeler U ici. L'avantage c'est que ce générique-là, on peut l'utiliser au niveau du retour. Donc moi je vais lui dire, si effectivement on a un objet qui contient une méthode cri, on va pouvoir inférer du retour de la fonction ce type-là, et c'est ce type-là que l'on aura en retour. Et dans le cas où il n'y a pas de méthode cri, je fais un never parce que ce n'est censé jamais arriver. Si maintenant je crée un type A et je lui dis de faire un animal cri de chat, je vais voir qu'au niveau du type A, j'aurai une chaîne de caractères parce qu'un chat fait miaou. Si je fais un type B qui est un animal cri de poisson, ça me permet d'extraire ici un booléen. Donc vous voyez qu'il est capable de faire des choses quand même assez poussées au niveau des types et d'être capable d'extirper le type de retour de cette fonction-là et de donner le bon type en fonction. Donc avec les types conditionnels, vous pouvez vous créer des types pas mal poussés qui permettent d'extraire des types particuliers. Donc ensuite, on va parler des mapped types. Donc ça, c'est des types qui permettent de créer un nouveau type à partir d'un objet qui existe déjà. Ça, à la limite, je vais vous le laisser parce que ça peut vous servir comme référence, je pense. Donc imaginons, on a une classe qui s'appelle featureFlags qui permet d'activer différents drapeaux. Et dans cette classe, on va avoir des méthodes qui correspondront aux différents drapeaux. Donc on aura par exemple darkMode, ça sera une fonction qui renverra un booléen. Ensuite, on aurait par exemple privateMode, hop, et notSafeForWorkMode. Donc à partir de cet objet-là, j'aimerais bien créer un objet de configuration, un type de configuration qui contiendrait que des booléens. Et les clés correspondraient au nom de ces méthodes-là. Donc on peut faire ça grâce au mapped type. Donc on peut faire un type, on va l'appeler optionsFlag, ça va prendre en paramètre un générique, et ensuite on va lui dire que ça va créer un nouvel objet dont toutes les clés appartiendront aux clés de ce qui est passé en paramètre ici. Donc là on lui dira qu'on aura des clés qui seront dans les clés de l'objet T, et ça renverra des booléens. Si maintenant je lui demande de créer un type A qui sera un optionsFlag de mon objet featureFlags, je vois que ça va me donner un objet A qui contiendra darkMode, privateMode et notSafeForWork en booléen. Maintenant, on se dit que ce type A il est bien, mais on aimerait bien préciser que ces options ne sont pas modifiables. Donc on a la possibilité de rajouter des modifieurs. Si par exemple on veut préciser que toutes ces options sont optionnelles, on peut mettre un plus, point d'interrogation. Ça veut dire qu'on rajoute le modifieur optionnel. Si je regarde le type de A, on voit que tous nos types sont optionnels. Je peux aussi le faire avec le read-only. Pareil, je peux faire un plus read-only. Et dans ce cas-là, ça veut dire que maintenant, toutes nos propriétés sont en read-only. Si les propriétés originales étaient en read-only, je pourrais utiliser moins à ce niveau-là. Ce que je pourrais aussi faire, c'est sortir des valeurs en utilisant les conditionnels. Par exemple, on s'imagine qu'on a une propriété ici qu'on va appeler env, qui serait simplement une valeur. Le problème, c'est que maintenant dans A, j'ai cette propriété env en read-only qui retourne un booléen, alors que c'est plus vrai. Donc je peux utiliser les types conditionnels pour sortir les choses. Donc là, je vais lui dire, si la valeur qui correspond à la clé, donc T avec la clé, extends d'une fonction qui retourne un booléen, dans ce cas-là, ça veut dire que le retour de cette propriété-là sera un booléen. Sinon, je renvoie never. Ce n'est censé jamais arriver. Si je regarde le type de A maintenant, on voit que env est un never, donc cette propriété ne sera jamais présente. Et ensuite, j'aurai darkMode, privateMode et enfin notSafeForWork. Enfin, ce que l'on peut aussi faire, c'est faire du key remapping pour modifier la clé. Et pour cela, il suffit de faire un as et de mettre le nouveau type qui correspondra à la clé. Donc typiquement, ce que je peux faire à ce niveau-là, c'est utiliser les string literals et lui demander de rajouter get suivi de notre clé. Donc c'était key à ce niveau-là. Il va cependant râler un petit peu parce qu'il se dit que moi j'attends quelque chose de type chaîne de caractères. Donc là, on utilisera un union de type et on lui dira que c'est une chaîne de caractères et la clé. Comme ça maintenant, si je regarde A,
je vois que c'est une série de propriétés en read-only qui sont toutes préfixées par get. Donc le système de mapette type peut être très intéressant pour modifier à la volée un objet et transformer les choses. Et on peut même utiliser les conditionnels pour filtrer certaines propriétés. Donc là on l'a vu, on a été capable de créer de nouveaux types à partir de types existants. Donc il faut savoir que TypeScript dispose de certains types utilitaires que vous allez pouvoir utiliser pour filtrer les données. Donc si vous allez dans la documentation, vous allez chercher Utility Type, ils sont à ce niveau-là, et vous allez avoir à droite la liste des types utilitaires qui sont disponibles dans TypeScript de base. Alors on va les passer rapidement en revue. Donc vous avez partial. Donc partial, ça permet de prendre un type et de rendre toutes ses propriétés optionnelles. Donc ça va être intéressant, par exemple dans un cadre d'un ORM où on peut modifier que certaines propriétés. Donc on peut lui dire j'attends une to-do partielle et n'importe quoi qui correspond partiellement à cette interface va être valide. Required fait l'inverse, toutes les propriétés optionnelles deviennent requises. Read-only permet de transformer toutes les propriétés en mode read-only. Donc ça c'est un utility type qu'on aurait pu créer nous-mêmes. Au final c'est juste qu'il a mis un plus read-only à toutes les propriétés. Ensuite on a record, donc ça permet de créer un objet qui aurait des clés d'un certain type et les valeurs d'un autre. Donc par exemple ici il dit qu'on a un record de type catName, donc les clés correspondront à ces valeurs-là et catInfo correspondront à ces valeurs-là. On a ensuite pick qui permet de prendre à partir d'un type seulement certaines clés. Donc là on voit qu'il a seulement pris title et completed. On a omit qui permet de retirer en fait une propriété. On a exclude qui permet de retirer dans un union type certaines valeurs. Par exemple si on a A, B et C et qu'on lui demande de retirer A, il retire A. Donc nous dans notre cas on aurait pu aussi utiliser le exclude pour retirer env. Si on savait spécifiquement qu'on voulait retirer env, à ce niveau-là, je vais retirer cette condition-là et je vais lui dire, là je vais utiliser le as et je vais faire un exclude. Je vais prendre toutes les clés, donc key, et je vais retirer la clé qui s'appelle env. Et dans ce cas-là, ça va bien me donner un objet A où on n'aura même pas la clé env. C'est une approche qui est encore meilleure. D'ailleurs, à ce niveau-là, on aurait aussi pu mettre une condition au niveau de clé. On aurait pu lui dire ici, est-ce que T qui correspond à la clé extends d'une fonction qui renvoie un booléen. Dans le cas, on retourne la clé key et dans l'autre cas, on retourne never et ça donnera le même résultat. Mais voilà, exclude, quand on sait quoi faire, ça peut être pratique et on peut l'utiliser aussi en combinaison avec d'autres choses pour aller un petit peu plus loin. On a extract qui permet de faire l'inverse, qui va extraire juste les choses que l'on a en commun. Donc là, par exemple, on lui dit d'extraire dans les types tout ce qui est fonction, donc ça retournera que ça parce que c'est le seul truc qui est une fonction. On a ensuite non nullable qui va permettre de retirer les options nulles. Donc si on a une union type avec un nul à l'intérieur ou un defined, il va le retirer. Ensuite on a parameters qui permettra d'extraire un tuple. Donc c'est un tableau de type où chaque élément correspondra à un des paramètres. Donc par exemple ici on a une fonction qui reçoit une chaîne de caractères, donc ça nous renverra un tuple avec une chaîne de caractères. Donc ensuite, on a le constructeur parameters, donc ça permet de faire la même chose que parameters, mais pour les constructeurs. On a le return type qui va être très utile, qui nous renvoie le type de retour d'une fonction. Donc nous, on l'avait écrit un petit peu à la main en faisant un infer au niveau du retour, mais on aurait pu utiliser le return type. On a le instance type qui va nous donner un type qui correspondra à l'instance d'une classe. Donc ça, c'est assez particulier, j'en ai pas forcément eu trop besoin. On a visParameterType qui permet d'extraire le vis d'un type. Omit visParameterType qui permet, comme son nom l'indique, de retirer un vis. VisType qui permet d'obtenir le type de vis. Donc c'est souvent des choses qui sont utilisées pour extraire les types. Et après, on a des manipulations qui permettent de modifier les chaînes de caractères. Donc on a uppercase, lowercase, capitalize et uncapitalize. Donc ça peut être intéressant dans le cas qu'on a vu tout à l'heure. Si on souhaitait utiliser par exemple un get ici, on aurait pu lui dire, donc je reviens sur mon exemple, si on veut des getters qui sont correctement capitalisés, on peut lui dire je veux un get, suivi du type de la clé, qui sera donc les différentes chaînes, et je précise que c'est un union avec une chaîne de caractères pour ne pas avoir de problème, et ça on va le capitaliser, donc je vais utiliser un capitalize, et je vais mettre ce que j'ai à l'intérieur. Si je regarde le type de A, on voit que get dark mode, get private mode, où on peut même mettre is, ce serait plus pertinent. Là, on a des types qui ont été générés à la volée
D'ailleurs, non, c'est juste des booléens. Donc je pourrais même écrire ici, je veux le return type du résultat de la fonction. Comme ça, si jamais c'est des littérales, on peut avoir les choses. Et pour que ça fonctionne, il faudrait mettre une condition en lui disant, bon, est-ce que effectivement ça extends d'une function? Si c'est le cas, je veux que tu sortes le return type, et dans l'autre cas, c'est never, parce que ça n'arrivera jamais. Voilà, donc ça donne le même résultat, mais on pourrait avoir des return types qui seraient différents si on se fiche ici du type de retour. Si par exemple je mets any à ce niveau-là, et any aussi à ce niveau-là, si j'ai ici quelque chose qui retourne une chaîne de caractères, hop, au niveau de mon A, je vois bien qu'il me trouve que ici c'est un booléen, ici une chaîne de caractères, ici un booléen. Voilà. Donc on peut aller pas mal loin avec ce système de types. Bon, après, clairement, là, ça devient un petit globi-boulga. Il faudrait séparer en plusieurs sous-types, mais ça vous donne un ordre d'idée. Donc voilà pour les types utilitaires. Il faut savoir aussi que vous avez la possibilité d'en télécharger de nouveaux. Donc vous avez notamment ce dépôt-là, qui s'appelle Piotr Witek, je suis désolé si j'écorche son nom, et qui s'appelle Utility Type, et qui permet d'avoir tout un tas de types utilitaires supplémentaires. Pour les utiliser, c'est très simple, on commence par les installer. Donc on va les installer nous en tant que dépendance de développement. Donc on va ouvrir un nouveau terminal et on va faire un npm install-save-dev. Donc on va laisser le truc se dérouler. Et ensuite, on va pouvoir importer n'importe quel type à ce niveau-là. Donc par exemple, il y a un type qui est intéressant, qui est le pick by value, qui permet de prendre une propriété, et ensuite on lui dit le type que l'on attend comme valeur, et ça nous renvoie un objet qui contiendrait que les choses qui nous intéressent. Donc à ce niveau-là, pour l'utiliser, il suffit de l'importer. Donc ça s'importe comme n'importe quelle chose. On peut importer depuis utility types, et on va importer pick by value. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez ici rajouter un drapeau type. Alors ça ne sert absolument à rien en l'occurrence ici, mais quand vous mettez un import type, ça permet aux analyseurs de TypeScript de savoir que c'est un type que vous importez, vous n'importerez aucun objet depuis ce fichier-là, et du coup certains outils, je pense notamment je crois à Babel, peuvent ignorer les choses et ça leur permet d'aller un petit peu plus vite. Donc si vous mettez un import type, c'est que vous n'importez que des types et que vous ne voulez rien de cette librairie-là dans votre code final. Donc l'avantage, c'est qu'après, je peux utiliser ici un pick by value. Je vais lui dire de prendre au niveau de T, donc qui est mon objet avec tous ces trucs-là, seulement les choses qui renvoient des méthodes. Voilà. Ça m'évite d'avoir à écrire le as. Comme ça, je peux directement lui dire je veux un as où je capitalise les clés. Et si je sauvegarde, ça me donnera toujours mes différentes propriétés. Donc vous avez aussi la possibilité, dans des cas complexes, de ne pas trop vous prendre la tête et d'essayer de trouver s'il y a des types utilitaires qui correspondent aux besoins que vous avez. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient s'entraîner, et on en fera sûrement d'autres dans cette formation, vous avez Type Challenge, qui est un dépôt GitHub qui vous propose des challenges de création de types. Donc ça vous permet de vous entraîner et de commencer à avoir un petit peu la logique pour pouvoir créer vos propres types. Ils sont organisés par difficulté, donc commencez par essayer de créer les types de base, et ensuite vous allez vers des choses un petit peu plus complexes. Concrètement, il y en a qui sont pas mal poussés, et sûrement qu'on fera certains exercices dans la suite de cette formation. Donc voilà pour ce chapitre-là. Donc c'était un chapitre qui était assez poussé. Ça rejoint ce que je vous disais quand je vous parlais des génériques. C'est là où se situe la véritable puissance de TypeScript, c'est qu'on va pouvoir automatiser la création et la génération de types. Et ça va permettre, dans certaines situations où on a une logique qui est assez flexible, de quand même avoir les types qui vont fonctionner. C'est ce que je disais en introduction aussi, c'est la partie qui est un peu compliquée parce que si votre langage et votre code est très dynamique, là par exemple on aurait une fonction très dynamique qui générerait des booléens à partir de toutes les clés, ça devient assez difficile à typer et on est obligé d'utiliser comme ça ce système de typage avancé pour arriver à nos fins. Donc ça peut poser pas mal de problèmes et c'est vrai que ça rend un truc un petit peu verbeux. Mais j'espère que vous avez suivi jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous dans les prochains chapitres où on va faire quelques petits exercices pour asseoir cette connaissance sur la création de types. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochains chapitres.